j'ai fini à ce niveau-là et je serai heureuse de répondre à vos questions. Mehmet, je peux te demander de prendre la suite. Tu peux demander. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci à l'ULB de nous accueillir. Merci à Corinne de se livrer à l'exercice ingrat de la modération. Alors d'abord, une petite précision sur la question de savoir d'où je parle. Je suis juriste. J'ai un diplôme en sciences politiques, mais je suis surtout juriste. Et donc, pour ceux et celles qui me connaissent déjà, mon dada, c'est de revenir vers les textes lorsque je parle. Par ailleurs, ce que je ne suis pas, et certainement pas, c'est théologien. Donc, toute la dimension dogmatique, spirituelle, théologique de la discussion, il ne m'appartient évidemment pas de la mener, mais je pense que dans le panel, il y a quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus habilité à le faire. Évidemment, quand on a 15 minutes, il faut faire des choix. Mon profil m'oriente vers les 3 choix suivants, sachant qu'on pourrait lister à l'infini les enjeux autour du sujet qui nous réunit aujourd'hui. Alors, comme à peu près tous les juristes, j'annonce 3 points, mais je vais commencer avec un préambule. Le préambule est le suivant. La formule islam de Belgique me pose fondamentalement problème. Non pas que je sois viscéralement allergique à son utilisation, mais alors je proposerai un cadre dans lequel il me paraît plus salutaire de l'utiliser. Islam de Belgique, ça veut dire qu'il y aurait de façon uniforme, harmonisée, une société belge à laquelle adapter l'islam. Ça veut dire qu'il y aurait une version à inventer qui soit adaptable à la société belge. Or, il n'y a pas de société belge en dehors du cadre constitutionnel qui régit tous les Belges. Il y a des réalités régionales, communautaires en Belgique. Et donc, si on voulait aller dans cette voie, il faudrait aussi inventer un islam de Wallonie, un islam de Bruxelles, un islam de Flandre, peut-être dans le contexte actuel, un islam de Molenbeek, qui défraie la chronique. Bon. Donc vous le voyez, je suis assez fondamentalement réticent à cette forme d'utilisation-là des termes du débat. En réalité, pour moi, s'il fallait véritablement utiliser ce type de formule, ce serait plutôt de dire que est l'islam de Belgique, l'islam tel que pratiqué par des citoyens et citoyennes de confession musulmane qui par ailleurs sont belges, dans toute leur diversité de culture, d'éducation et de provenance. Bon, ça c'est pour le préambule. Point numéro 1, et je vais les introduire, jeter quelques pavés dans la mare, et ensuite allons-y gaiement et discutons. Premier pavé dans la mare, c'est le débat relatif à l'islamophobie. Mes voisins et voisines le savent, c'est aussi un terme qui, je pense, est utilisé adéquatement dans le débat public. Je suis de ceux qui en reviennent à la définition purement terminologique du terme. Islamophobie, avoir peur de l'islam. Et ou de ceux et celles qui sont perçus comme adhérents à l'islam. On peut considérer qu'avoir peur, c'est pas top comme sentiment, mais dans une démocratie, ça doit pouvoir faire l'objet d'un droit à l'expression. En d'autres termes, avoir droit et pouvoir dire qu'on a le droit d'avoir peur, je pense que c'est quelque chose qui doit être combattu sans doute, mais par d'autres voies que les voies juridico-légales. La peur, ça se combat par la sensibilisation, la pédagogie, l'éducation. Si vraiment la peur devient une phobie un peu à la manière de quelqu'un qui aurait une peur bleue des araignées, on ne pourrait pas lui faire entendre raison, éventuellement d'autres voies thérapeutiques, lorsqu'on est très loin dans sa peur et qu'elle atteint un niveau passionnel tel que la discussion n'est plus possible. Bon. En revanche, est-ce que l'islamophobie définie comme ça existe? Incontestablement. Il faudrait être tout à fait aveugle pour ne pas constater l'existence criante, quotidienne, permanente de l'islamophobie. Notre société est envahie par des sentiments de peur, en particulier vis-à-vis de ce groupe de la population. Donc la question, ce n'est pas de nier l'existence de l'islamophobie, mais c'est de replacer, à mon sens, l'islamophobie dans cette signification et dans cette définition terminologique. Alors quand je dis ça, c'est toujours en étant connecté à la réalité dans laquelle nous sommes. C'est quoi la réalité dans laquelle nous sommes? C'est un débat, une querelle terminologique sans fin
entre d'une part ceux qui affirment que l'islamophobie c'est un racisme particulier, c'est un comportement, une façon de voir les choses qui se traduit par des discriminations qui visent les citoyens et citoyennes de confession musulmane, et que par conséquent l'islamophobie en tant que telle doit faire l'objet de sanctions pénales. Parce que, in fine, c'est à ce résultat-là que d'aucuns souhaitent arriver. Et puis de l'autre côté, ceux de bonne ou de mauvaise foi qui répondent que c'est scandaleux de vouloir interdire l'islamophobie parce que la liberté d'expression, c'est sacré, on a le droit d'avoir peur, de le dire, de l'exprimer, on a le droit de ne pas aimer et de le dire et de l'exprimer. Et donc vous avez une espèce de dialogue de sourds perpétuel et la plupart d'entre nous y dépensent toute leur énergie, tout leur temps. Donc moi, je propose de sortir de cette querelle terminologique et de revenir vers ce qui fondamentalement pose problème, à savoir l'incitation à la haine, l'incitation à la discrimination, l'incitation à la violence, la diffamation, la calomnie, la menace d'attentat criminel. Il se fait que tout ça, c'est déjà dans notre arsenal législatif. En d'autres termes, vous pouvez ne pas aimer, vous pouvez avoir peur, vous pouvez exprimer votre inimitié, voire votre haine, mais vous ne pouvez pas aller jusqu'à inciter autrui à la haine pour qu'elle la partage avec vous et qu'elle vous accompagne dans un grand mouvement de haine. Bon. Par ailleurs, la violence, la discrimination, ce sont autant d'infractions pénales, mais également de comportements qui sont réprouvés par notre ordonnancement civil, et il faut simplement être cohérent sur la mobilisation des outils juridiques existants. Donc, quand on le voit comme ça, à mon sens, ça permet de dégripper la discussion, ça permet de sortir de cette querelle terminologique qui fait office de dialogue de sourds, et ça permet de revenir vers une espèce de langage commun, de vocabulaire commun. Êtes-vous ou non pour la discrimination? C'est plus compliqué de botter en touche que quand on dit êtes-vous pour ou contre l'islamophobie. Donc ça permet de se mettre d'accord sur un objectif commun, à moins que lever la main celles et ceux qui ici sont favorables à la discrimination. Bon. Donc a priori, personne ne va lever sa main. Donc ça permet d'harmoniser le discours et ça permet de construire un plan d'action autour duquel tout le monde peut graviter sans avoir de malaise. Et ce que je dis là, c'est que aussi bien des adversaires chevronnés de la visibilité des citoyens et citoyennes de confession musulmane que, je n'aime pas beaucoup le mot, mais je vais l'utiliser, de véritables progressistes ont des difficultés dans cette querelle terminologique. Et donc, il faut essayer de dégripper cette discussion, de revenir vers un vocabulaire commun. Bon. Ça, c'est le premier pavé dans la mare. Deuxième pavé dans la mare, un dossier très technique, mais en réalité, en toile de fond, il surdétermine la plupart des malaises liés à la visibilité des citoyens de confession musulmane. C'est le dossier relatif à l'exécutif des musulmans de Belgique. Alors, petite synthèse, ça fait une vingtaine d'années que nous sommes dans un processus d'institutionnalisation de l'islam en Belgique qui découle d'un dispositif propre à la Belgique. Il y a peut-être 1 ou 2 États ailleurs dans le monde qui ont un dispositif similaire. Ce dispositif est basé sur la reconnaissance et le financement d'une série de cultes. Et ce que je viens de dire, je dois le nuancer, parce que c'est ce qui est exprimé la plupart du temps dans le débat public. En réalité, la Belgique ne reconnaît pas des cultes. Je vais être un peu jargonesque, désolé. La Belgique reconnaît des organes chargés de la gestion du temporel du culte. Et je ne l'invente pas, revenons vers les textes. 1870, la loi sur le temporel des cultes. Il n'y a pas de loi des cultes en Belgique. Il y a une loi sur le temporel des cultes. C'est en vertu de cette loi-là qu'il y a un dispositif de reconnaissance et de financement. C'est-à-dire que, sur la base d'une série de critères plus ou moins objectifs, le nombre d'adhérents, l'implantation sur le territoire, l'utilité sociale et quelques autres critères, on reconnaît une réalité et on la finance parce qu'on estime que ça a une utilité dans la société. S'agissant de l'islam, ça se traduit par la reconnaissance de cet interlocuteur dont l'État a besoin s'agissant du culte islamique. Parce que l'État, en vertu du principe de séparation entre les églises et l'État, n'a pas le droit d'organiser directement ces choses-là et ces affaires. A donc besoin d'un interlocuteur avec lequel il va mettre en place un dispositif qui organise concrètement la reconnaissance et surtout le financement. L'exécutif, c'est la traduction de cela, mais c'est une traduction dysfonctionnelle.
est dysfonctionnel depuis à peu près aussi longtemps que ça existe. Pourquoi? Parce qu'il y a de tout temps eu une confusion entre le temporel et le spirituel, entre le temporel et la représentation, la représentativité. Lisez les textes, nulle part il n'est indiqué que cette instance a un pouvoir et une mission de représentation, une mission et un pouvoir de prise de position politique, idéologique. Or, dans tous les contextes délicats, touchy, les pouvoirs publics sont tentés, et parfois joignent la tentation au geste, d'instrumentaliser cette institution pour lui faire prendre des positions qui s'écartent de son rôle de base. Et ça, c'est extrêmement problématique. C'est problématique parce que, aux yeux de la majorité de la population, ça suscite le sentiment qu'il y a un représentant des musulmans et que toutes les réponses, toutes les solutions doivent venir de cette instance. Du coup, ça oblitère toute la diversité culturelle, ethnique sur laquelle se fondent les associations qui font du culte, parmi lesquelles il y a des associations musulmanes. Donc il y a une confusion des genres qui est faramineuse. C'est allé jusqu'à, pendant un certain nombre d'années, à une forme d'ethnicisation du fonctionnement de l'exécutif des musulmans de Belgique. Donc en fait, vous aviez, à l'occasion d'élections, des listes ethniques, turcs, marocains, autres, convertis. Et donc il y avait au sein de ce groupe de la population des distinctions qui étaient opérées sur la base d'origine ethnique et sur la base d'orientation. C'est extrêmement problématique. Ce qui donc a suscité l'illusion, mais devenue réalité, qu'il fallait à tout prix avoir ses parts de marché dans l'exécutif des musulmans de Belgique. Et à cause de ça, cette instance n'a pas pu de tout temps, en réalité, faire efficacement ce pourquoi elle est créée. Et ce pourquoi elle est créée, c'est pas rien. C'est l'organisation des cours philosophiques dans l'enseignement officiel, c'est l'accompagnement du processus de reconnaissance des mosquées, c'est les temps d'antenne concédés, ce qu'on appelle les émissions concédées au culte islamique, toute une série de choses qui relèvent du quotidien de la vie des musulmanes et des musulmans. Donc, quand je plaide, parce que je plaide clairement, pour que l'exécutif revienne vers ses missions légales, je ne plaide pas pour qu'on vide de sa substance l'exécutif. Je plaide pour qu'on ramène l'exécutif vers une mission administrative qui va pacifier son existence, qui va permettre qu'on cesse d'en faire un enjeu et qui fonctionne. On ne demande pas au consistoire israélite de Belgique de prendre position sur le conflit israélo-palestinien. Et j'ai envie de dire, heureusement, ce n'est pas son rôle. Son rôle, il est déterminé légalement. Or, il se fait que l'exécutif des musulmans de Belgique, qui n'est que l'équivalent aux yeux de la loi, eh bien, il faut qu'il intervienne sur Daesh, il faut qu'il intervienne sur la radicalisation, sur le port du foulard, sur toute une série de questions qui ne relèvent pas de ses missions. Et ça, c'est un problème latent, fondamental, dans le quotidien des musulmanes et des musulmans. Donc, deuxième pavé dans la mare. Troisième pavé dans la mare, et Corinne a eu la gentillesse de mentionner mon bouquin, vous verrez que mon dada, c'est la laïcité. Bon, vous l'avez déjà deviné pour certains d'entre vous. La laïcité, c'est quoi? C'est un principe qui repose sur un faisceau d'autres principes. Ces autres principes, c'est l'égalité, c'est la non-discrimination, c'est la liberté, en ce compris la liberté religieuse. Et il est important de bien préciser que la liberté religieuse, c'est la liberté d'avoir une conviction, d'exprimer cette conviction, d'extérioriser cette conviction, mais aussi de ne pas avoir de conviction, d'avoir une conviction et de choisir de ne pas l'exprimer, de faire le choix de ne pas la pratiquer, la liberté de changer de conviction, puis de revenir éventuellement. On a essayé, ça ne nous a pas plu, et puis on revient à meilleurs amours. C'est tout ça la liberté religieuse, donc c'est un bien commun. Donc la laïcité, c'est aussi ça. Et enfin, la laïcité, c'est ce que j'ai tout à l'heure appelé la séparation entre les églises et l'État, mais en réalité, c'est une formule que je récuse. Il faudrait, à mon sens, plus précisément parler de non-ingérence réciproque entre les églises et l'État. En d'autres termes, le véritable enjeu, puisqu'on parle d'enjeu,
c'est que chacun reste dans sa sphère de compétence, que A ne se mêle pas des affaires de B et que B ne se mêle pas des affaires de A. Il ne revient pas à l'État d'organiser un culte. Il ne revient pas à l'État de structurer un culte. Il ne revient pas à l'État de définir le dogme et a fortiori le bon dogme, pour revenir vers l'actualité. En revanche, et ça c'est l'autre versant de la problématique, il ne revient pas aux institutions cultuelles de se substituer aux autorités publiques, aux autorités civiles pour déterminer comment doivent être élaborées les règles civiles qui régissent notre société. Donc c'est des deux côtés que ça se passe. Or, le problème, c'est que, s'agissant du culte islamique en particulier, je n'irai pas jusqu'à dire exclusivement, mais très majoritairement, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Je vais vous donner un exemple d'actualité qui a défrayé de façon infinitésimale la chronique il y a quelques mois. C'est qu'en communauté française, on a mis en place un institut de promotion des formations sur l'islam. Alors, c'est interpellant en cela que cet institut, il est déterminé par décret. Son orientation, ses missions sont décidées par les pouvoirs publics. Le mode de fonctionnement et la composition de son comité de gestion sont décidés par les pouvoirs publics. Alors, à un moment donné, il va falloir être cohérent et se regarder bien droit dans un miroir et apprécier la cohérence ou l'incohérence avec laquelle nous appliquons des principes qui sont censés régir notre état de droit. Forcément, ça impacte, et même très violemment, la visibilité et la présence des citoyens et des citoyennes de confession musulmane, parce que de façon systématique, voire ininterrompue, on leur chante les louanges de ces principes qui sont censés fonder les valeurs de notre société. Or, nous sommes arrivés à un stade où les pouvoirs publics ne se gênent même plus d'adopter des législations qui violent dans les grandes largeurs ces principes. Alors on peut maquiller ça avec ce qu'on veut et avec toutes les meilleures intentions du monde. Il y a un contexte, il y a un danger, il y a une nécessité, mais enfin, entre-temps, on a créé ce que les juristes aiment appeler une jurisprudence. C'est-à-dire qu'on a rompu avec un principe. On a ouvert une brèche, on a ouvert une porte et on a préparé le terrain à ce que demain, peut-être dans un autre contexte, d'autres communautés, d'autres groupes de la population deviennent ce que Julie appelait des problèmes. Et qu'on se donne le droit, parce qu'on a déjà fait, et c'est plus facile la deuxième fois, de refaire ce qu'on a fait avec le culte islamique. Mais en attendant, le message qu'on envoie est catastrophique. Et du coup, vous vous retrouvez dans la position de gens comme moi, qui expliquent la laïcité, qui sensibilisent à l'utilité et même l'importance fondamentale de la laïcité, et à qui on rappelle l'exemple 1, 2, 3, 4, jusqu'à 37, de cas où on a violé dans les grandes largeurs ces principes. C'est chronophage, c'est énergivore. Donc parmi les enjeux de l'islam de Belgique, ouvrez les guillemets 5 fois des deux côtés, il y a aussi ces aspects-là qui doivent être pris en considération. Je ne vais pas être plus long, je vous remercie pour votre attention et au plaisir d'en débattre. J'aime pas la polémique, hein. Et bien voilà, aussi, si vous voulez bien, avant Oui. les 20 dernières minutes, le mot de conclusion de cette présentation. Ça sera très difficile. Bonjour. J'ai été mandaté par M. Salah El-Chalaoui, président de l'exécutif des musulmans de Belgique, de participer à cette table ronde. Et je salue donc ceux qui m'ont précédé sur la table. Donc, j'apprécie beaucoup. Je les connais bien, je les apprécie. Seulement, je commence un peu par M. Mohamed Saïguine. Quand il a parlé des textes, oui, c'est bien de lire dans les textes, mais entre les textes et la réalité, il y a une grande différence. Et des fois, c'est la réalité qui prime plus que les textes. Quand je parle de l'exécutif des musulmans de Belgique, il a passé plus de 25 ans à parler sur la forme. Peut-être
ici, quand il a parlé des communautés, effectivement, il y a une différence, il faut le reconnaître, entre la communauté turcophone et la communauté maghrébine. Il y a une grande différence dans la culture. Mais on a passé plus de 20 ans à se quereller sur la forme. Conseil supérieur des musulmans de Belgique, organe chef de culte, premier groupe, des gens qui, au début, se croyaient représentants, même politiques, des musulmans. Il y a des gens qui ont eu cette idée à une certaine époque. Donc, en voyant qu'il y a une assemblée, que l'exécutif est et le gouvernement, et ainsi de suite, et même à une certaine époque, un des chefs de l'assemblée a présidé presque les destinées de l'exécutif des musulmans de Belgique. Donc, ça, c'est la réalité. Puis, on a changé le mode, on est arrivé à chaque mosquée, on voit quelqu'un, et ainsi de suite. Et c'est pour ça, il est temps, à mon avis, de dépasser ce problème-là, malgré que je soutiens l'idée de respecter les textes. Mais la réalité, on veut autrement et aller vraiment vers le programme, vers qu'est-ce qu'on doit faire en tant que Belges de confession musulmane. Ce que je soutiens, on est des Belges de confession musulmane. Qu'est-ce qu'on doit faire pour vivre ici, chez nous, dans notre pays, avec nos autres concitoyens, en tant que musulmans, ayant la conscience tranquille et qui ne fera pas de problème, et n'est pas un problème, et donnera un plus aussi à notre pays. Dans ce cas-là, donc, l'exécutif n'est pas le représentant politique. Les musulmans sont dans les partis politiques. Donc, et les gens votent dans les partis politiques et chacun a son représentant politique. Ils gèrent le culte. Dans cette gérance de culte, donc, il y a un programme actuellement. D'abord, le travail se met sur 2 axes. Il n'y a pas seulement la gérance, il y a un autre problème dont la réalité nous pousse à le voir et à essayer de le bien comprendre. On a eu un discours, ça fait 20 ans, un discours qui a poussé les musulmans ici dans ce pays-là à quitter ce pays. Et un discours qui leur disait par des fatwas que c'est interdit de résider ici parce que vous résidez dans des pays non musulmans. Il y a des gens qui étaient déjà perturbés religieusement dans leur fond. Est-ce que notre présence ici est légitime religieusement ou nous devons quitter? Eh bien, ça a fait des ravages à Bruxelles. Et Mustapha peut en témoigner. Il avait vu, moi aussi je l'ai vu avec lui, on était dans la même mosquée, et on a vu que les gens venaient, quand j'étais l'imam, me demander est-ce que notre présence là pose un problème religieux ou non. Donc ça veut dire déjà les gens étaient instables. Ceux qui sont venus après ont construit au Maroc parce qu'ils ont l'idée de revenir là-bas. Cette deuxième génération dont Mustapha, ceux qui sont arrivés sur le marché, ces jeunes qui sont nés là, qui ont grandi là, qui ont fait des études, qui ont réussi dans leurs études, subitement on leur lance dans la figure que votre présence ici n'est pas souhaitable religieusement. Je ne parle pas de l'islamophobie, je ne parle pas du racisme, je parle de quelque chose interne où tu trouves des imams donc, qui étaient ici perçus comme des grands imams même et bien écoutés par la masse. On appelait les gens à partir. C'est un problème. Donc maintenant, comment contrer ce discours-là? Comment donner la stabilité aux gens? Ici, vous êtes ici. C'est là où vous êtes né. C'est là où vous avez grandi. C'est votre pays. C'est ce pays-là que vous devez servir, lui faire allégeance. Et ça n'entache en rien votre islam. Ça n'entache rien votre présence en tant que musulman dans ce pays-là. Et ça, l'exécutif doit le faire. C'est pour ça, son programme, il est axé sur 2 axes. Le premier axe, c'est un axe donner une institution plus ou moins fiable. La reconnaissance des mosquées. À une certaine époque, des musulmans belges sont allés voir des imams en leur disant n'acceptez pas la reconnaissance. Ne déposez même pas vos dossiers de reconnaissance. Il y a beaucoup qui n'ont pas déposé. Ce n'est que récemment où il y a eu, je peux dire même une dynamique, où beaucoup de mosquées ont déposé la demande de reconnaissance. On s'est demandé qu'est-ce que c'est que la reconnaissance, pourquoi la reconnaissance, et ainsi de suite. Donc c'est un problème qui s'est posé à fond et l'exécutif a fait beaucoup, a fait des journées d'études, a fait des réunions avec les chefs d'assemblée de mosquées pour qu'ils déposent la candidature de la reconnaissance dans les mosquées.
Il y a aussi ce programme-là dans les aumôniers, dans le programme actuellement, il y a des gens qui veulent, comme elle a dit, peut-être imposer un programme d'études des sciences islamiques dont même l'exécutif n'est pas d'accord. Il y a une région ici en Belgique qui a adopté une nouvelle lecture de l'islam, qu'elle essaie de la propager. Donc, alors l'exécutif ici n'est pas d'accord, il est contre aussi d'imposer aux musulmans une lecture peut-être des fois qui n'est pas conforme aussi aux préceptes de l'islam. Mais ça n'empêche pas aussi, dans le deuxième travail, que l'exécutif fait un autre effort. Mais ce n'est pas un effort qui est demandé par les autorités, c'est un effort que la réalité le demande. Parce que la Belgique, l'Europe, le monde arabo-musulman, surtout le monde arabe, pas peut-être dans le monde non arabe, on n'a pas eu cet impact de ce qu'on appelle, comme la sœur a dit, le salafisme. On ne critique pas ou bien on ne criminalise pas le salafisme. Mais que nous le voulions ou non, au sein du salafisme, il y a une lecture hyper criminelle. Il faut la criminaliser. Quand vous trouvez des fatwas qui légalise ou appelle à l'assassinat de masse et que l'assassinat des non-musulmans est quelque chose de normal et quelque chose qui est accepté religieusement, que même brûler quelqu'un dans une cage est une fatwa qui a été émise en 1422 et ainsi de suite, tout ça. On ne peut pas criminaliser ça. On peut dire que ça c'est islamophobie. Non, ce n'est pas de l'islamophobie, madame. Ça, il faut que les musulmans aient le courage de faire ça. C'est pour ça, s'il y a des fois, l'exécutif a condamné les descentes, je le dis, les descentes musclées de la police, des services de fisc, dans les mosquées. Et on a interpellé le ministre de la Justice, on a interpellé le ministre de l'Intérieur. M. Chelaoui les a interpellés. Et personnellement, j'ai vu le courrier qui a été envoyé au ministre de la Justice, envoyé au ministre de l'Intérieur, disant stop, pas ça. Donc, mais ça n'empêche pas aussi qu'il faut régulariser ça, que l'exécutif doit régulariser. Il fera appel à toutes les mosquées qui font la demande de reconnaissance officielle, que les imams, nous devons les connaître, doivent être reconnus, parce que les imams sont en partie responsables de la culture de masse des gens. C'est beau quand vous parlez ici dans les universités, quand vous parlez dans les cercles, mais ce n'est pas ça qui fait la culture de ces gosses, de chez un de 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Ceux qui sont partis en Syrie n'ont jamais été à l'université, à part 2 ou 3, mais ils ont eu un discours violent, un discours haineux, un discours plein d'embûches. Et pour eux, c'est ça l'islam. Donc, c'est bien que les gens aussi qui parlent de vivre ensemble, qui parlent de la pacification, descendent sur terrain, que j'appelle, moi, honnêtement, l'émergence d'une culture rationnelle, mais pas seulement sur le vertical, mais dans l'horizontal. Ce dossier-là, qu'il faut que les imams le disent dans les mosquées. Il faut que les imams appellent les gens. Il faut que les imams expliquent aux gens. Il faut que les imams disent, par exemple, je soutiens votre idée sur la laïcité, que l'islam n'est pas incompatible dans tous les domaines avec la laïcité. Personne n'a osé le dire. Ça fait des années que j'écris, même dans la mosquée, dans certaines mosquées, écoutez, cessez d'être des anti-laïcités. La laïcité, elle est plus bénéfique, peut-être dans pas mal de domaines, pour les musulmans eux-mêmes. Et que l'islam, dans une partie de lui, il n'est pas anti-laïque à ce point-là. Arrêtez. Mais ce discours-là doit être véhiculé dans les mosquées. Je dis bien parce que les imams sont en partie responsables de la santé mentale des gens. Si un imam dit n'importe quoi dans la mosquée, un gosse peut commettre l'irréparable suite au discours de l'imam. Monsieur Saati, je donne 2 petits exemples que les gens doivent bien savoir, que l'exécutif a condamné. Monsieur Saati n'était qu'un imam venu d'Espagne, inconnu en Belgique, qui a pris comme une petite mosquée à Diegem, ici dans la région de Bruxelles, quand il y a eu les attentats ici chez nous, quand on a condamné, quand les imams ont fait une marche ici à Bruxelles, et ainsi de suite, et ce monsieur-là disait aux gens, tout proche de la gare de Schaerbeek, dans ce quartier-là, et que nous allons toujours apprendre à nos enfants à haïr. Ça, je dis, écoutez, celui-là, c'est un criminel. Quand il a su, il est parti en Espagne, mais personne n'a eu l'idée qu'il va commettre ce qu'il a commis en Espagne. C'est lui qui était derrière ce qui s'est passé à Barcelone. Donc, il a commis un carnage. Donc, c'est-à-dire que les idées qu'il a, ce fiqh, j'emploie cette jurisprudence, c'est une jurisprudence criminelle. À la fin, elle s'est terminée par un carnage
sur la place de la Rambla à des personnes qui ne l'ont jamais fait de mal, qui ne l'ont jamais connu, qui n'ont jamais donc lui fait quoi que ce soit. Pourquoi? On a eu aussi, quand je parle, je tourne, c'est pour ça que l'exécutif est intransigeant quant à la reconstruction de la mosquée. Il est intransigeant dans ce problème-là, et intransigeant sur les imams, sur leur formation, sur le contrôle même du discours. Pas de discours maintenant qui est un discours haineux, qui est un discours qui appelle à la violence, qui est un discours qui légalise. Donc, un imam appelé à frapper, à légaliser qu'on frappe les femmes, eh bien, l'exécutif a eu la décision de le suspendre. Ce n'est plus un imam. Celui-là, c'est fini. Quelqu'un qui appelle à cette culture, qu'il faut frapper la femme et ainsi de suite, n'est plus d'actualité. C'est fini. C'est un discours. Et c'est pour ça, un autre travail, c'est pour ça, quand je dis, vous avez dit, je vous ai entendu, Madame Julie, vous parlez qu'on nous impose. Non, on ne nous impose pas. Parce qu'on se rend conscience. Qu'est-ce qui nous a mené à ça? Qu'est-ce qui alimente l'islamophobie? Qu'est-ce qui pousse les gens à nous voir comme étant un danger? Qu'est-ce qui pousse aussi? Parce que ça aussi, ça alimente. Est-ce qu'il y a du racisme? Tout ça, je le sais qu'il y en a. Mais il est alimenté aussi par de tels actes. Donc, où les gens trouvent, comme vous avez dit, on trouve, maintenant c'est l'abattage rituel, c'est la circoncision, c'est le voile, tout ça n'a rien à voir avec le radicalisme, n'a rien à voir avec le terrorisme. Mais on veut en finir avec l'islam, par exemple. Ça, on n'est pas d'accord. Mais en même temps, il faut lever la voix, il faut hausser le temps contre tout discours violent, contre tout discours extrémiste qui pousse les musulmans à commettre l'irréparable, qui pousse surtout des jeunes. Eh bien, nous avons eu des mosquées qui n'étaient pas contrôlées. La mosquée Lokman, située à rue Ransfort, à Molenbeek, entre 1 kilomètre de la place de la Duchesse jusqu'à, quand on dit tous les taxis, nous en avons 20 ou 30 mosquées. Eh bien, il y a autant de mosquées à Molenbeek qu'à la Mecque. C'est trop. C'est trop. C'est trop. J'en suis clair et net, c'est trop. Et on l'a dit au sein de l'exécutif, non, maintenant, il faut essayer aussi de faire. Donc, ce n'est pas l'État qui intervient, ce n'est pas les communes qui interviennent. Si nous, quand il y a des gens qui veulent faire une mosquée, écoutez, non, le quartier ne nécessite pas une mosquée. On a deux, on a trois. On a 4 mosquées dans un seul quartier. Arrête, comme il a dit M. Mustafa, les gens ont trouvé dans les mosquées. Je connais ça et tu m'as entendu. Tu m'as entendu en 1998, quand il y a eu le querelle à la mosquée Koba. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que la malédiction tombe sur le chômage. Celui qui a perdu d'être caïd au Maroc, il veut l'être ici à Bruxelles. Arrêtez. Donc, j'ai dit ça parce qu'il y a eu des querelles internes juste pour qui sera à la tête de la mosquée. Donc, c'est un peu de la promotion sociale. Et bien, oui, c'est de la promotion sociale. C'est pour ça qu'on a dit non. On a dit non, l'exécutif a été clair récemment. J'ai parlé à M. Sarah Selaoui, donc je suis très proche de lui. Il faut institutionnaliser, il faut donner à cette jeunesse musulmane le droit de parler, il faut communiquer, parce que l'exécutif aussi communique mal, ça je le dis. Il faut communiquer, il faut parler, il faut organiser des réunions avec les mosquées reconnues et non reconnues, leur donner leur place, donc donner avec les imams, institutionnaliser un conseil, comme il a dit, de théologiens. Ce conseil de théologiens, qu'est-ce qu'il fera? Qu'est-ce qu'il fera? Il sera d'abord avec des femmes et avec des spécialistes. Quand il a parlé Mustafa a parlé de dons d'organes, a parlé, oui, il y a des questions sur la table. Tous les jours, je suis musulman, on me demande de faire un don d'organes à un non-musulman. Est-il possible? Nous en avons, oui, il est possible. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont... Et cela, on dit, écoutez, il faut les imams, donc compétents, et il faut aussi les experts musulmans et non musulmans qui vont nous guider. Donc, ce n'est pas un problème d'entendre un médecin. Si M. Jean-Jacques tel est un médecin compétent qui nous donne ses idées, c'est tel est un psychologue, c'est tel est un criminologue, on en a besoin aussi. On a besoin des avis qui nous éclairent, qui nous balisent, qui disent, écoutez, ça se fait comme ça se fait comme ça. Et les imams ont besoin aussi de cette culture. Ça, c'est pour ça un conseil d'orthologien est devenu primordial parce qu'il faut passer à la vitesse. Il faut maintenant faire aussi une déconstruction de pas mal d'idées. Nous avons été, comme j'ai dit, submergés par un discours que la démocratie est anti-islam, que la laïcité est contre l'islam, que tel est contre l'islam, que tel est contre l'islam. Maintenant, faisons des tris. Voilà, qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et aussi dire aux musulmans,
il faut vivre un peu rationnel. Quand il y a un discours sur le djihad, qu'est-ce que c'est que le djihad? Quelle est votre responsabilité, vous, en tant que simple musulman, citoyen belge, sur le djihad? Qu'est-ce qui vous fait partir en Syrie? Sur quelle base vous partez? La place des parents, comment un jeune part là-bas sans consulter ni sa mère? Sa mère, elle croit qu'il est allé faire du sport, il sort avec juste un peu à 11h, à 9h, et puis le lendemain, elle cherche toute la soirée, elle attend le lendemain, on lui téléphone, on lui dit non, il est rentré en Syrie, il est déjà en Syrie, et 2 mois après, on lui annonce sa mort. Comment cette mère va voir elle va se voir un peu. Elle est dans une situation de désespoir. Qu'est-ce que j'ai fait à mon fils? Donc, qu'est-ce qui a conditionné ce fils? C'est pour ça que je vous dis, il y a des mosquées, je le dis bien et je pèse mes mots, qui n'étaient pas reconnues. Et je donnais la mosquée Lokman, rue Roncefort, a joué un rôle dans la radicalisation des jeunes qui ont commis les attentats. Ils ont passé par là. Ils avaient un imam qui n'était même pas marocain. Il est de passage, et qui les a formés, et qui les a formés aussi, ce que je dis bien, sur une pensée criminelle. Le livre, vous ne connaissez pas l'islam, le livre Millat Ibrahim, écrit par un Jordanien, donc qui est actuellement en Jordanie, qui a fait des études en Arabie Saoudite, donc qui s'appelle Abu Muhammad al-Maqdisi, Issam al-Barqawi, c'est un livre criminel. Mais les gens, ceux qui ne connaissent pas l'islam, moi, j'ai demandé à les jeunes, j'ai demandé parce que je suis en contact permanent avec ces jeunes-là qui ont commis ce qu'ils ont commis. Donc, et on dit, d'où avez-vous ça? C'est Millat Ibrahim? Tous ont dit, oui, c'est. Mais qui vous a donné ça? Comment? Il faut déconstruire aussi ces idées-là. Donc, il faut déconstruire, il faut avoir le courage de le dire. Donc, ce qui s'est passé, même ça a été un malheur, je le dis, et je condamne ce qui s'est fait. Je ne suis pas. Donc, je condamne le terrorisme d'où qu'il vient, et le racisme, l'islamophobie. Tout ça, on est contre. Mais s'il y a moyen de faire un travail interne, il faut le faire pour déconstruire ces idées-là. C'est pour ça, le discours que les frères parlent de tout ça est un discours. Mais il faut un travail aussi au sein de la communauté. Comment rendre notre culture plus rationnelle? Comment élever le niveau de la masse des Belges de confession musulmane. Comment élever le niveau? C'est bien de parler, mais comment élever le niveau de cette masse-là? Comment les faire sortir aussi de ce repli identitaire? Comment l'islam est devenu c'est une religion, ce n'est pas une identité. L'idée de l'identité islamique, c'est l'idée des frères musulmans de Sayyid Qutb, n'a rien à voir avec l'islam. L'islam est une religion. Je peux être belge et musulman, et je peux être américain et musulman, et je peux être turc et musulman, et je peux être partout. Comment les gens c'est devenu quelque chose d'identité? Non, ce n'est pas une identité. Arrêtez de dire aux gens. Chez les compagnons du prophète, personne n'a décliné, n'est sorti de sa tribu à l'époque. Il dit, allez-y même dans les hadiths, vous qui vous êtes salafistes, allez-y dans les paroles prophétiques et vous trouvez que la personne, toujours, est mentionnée à ses origines. Personne n'a renié ses origines. Une fille belge de confession musulmane, une fille belge de souche, hein, elle m'a dit comme ça, je m'appelle, je me souviens, à la région de Tournai, je vais changer de nom. M'a dit, j'ai dit non, madame. Vous n'avez pas à changer de nom, ni de prénom, et vous n'avez pas à rougir de vos origines. Personne n'a à rougir de ses origines. Vous n'êtes pas responsable. Donc, il faut bien faire ça dans la tête. On est responsable de nos actes. Pas de choses qui ont été prédestinées. Si monsieur est né dans tel pays, de telle race, de telle couleur, oui, ça, c'est à lui. Donc, ça, c'est pour ça que l'exécutif de musulmans fait les deux travaux. Fait un travail dans le côté institutionnel et il insiste aussi pour faire un travail dans le changement des mentalités des gens. Ce n'est pas de l'intervention, ni de l'État, ni une exigence de l'État. D'ailleurs, parmi les problèmes qui sont entre l'exécutif et le ministre, c'est le problème de l'Institut que vous avez cité. Jusqu'à présent, il y a un problème entre les deux entités. L'exécutif n'a pas ratifié, ne veut pas marcher. Donc ça, c'est le président qui sait pourquoi, avec le groupe qui dirige ce problème-là. Il voit qu'il y a trop d'ingérence dans le programme. Et ça ne marche pas jusqu'à présent, ça n'a pas fonctionné. Par contre, dans les autres choses, établir un dialogue aussi, il faut le dire, avec les autres composantes de la population. Donc, l'exécutif établit vers une bonne
le vivre ensemble, le bâtir ensemble avec la communauté juive, catholique, protestante, bouddhiste, et laïque. Donc, toute la composante de notre pays-là, établir un discours qui est basé sur le vivre ensemble. Quand il y a eu le problème de l'abattage, on a demandé aux catholiques de nous soutenir. Et les juifs disaient, soutenez-nous, il ne faut pas, et c'est malheureux, que nos politiciens, qui sont nos politiciens, il faut le dire, font des règles, font des lois qui mettent une partie de la population hors la loi. Ce qu'on a demandé. Donc, on a demandé ça à nos politiciens, on a demandé au monde catholique de nous aider là. Il ne faut pas pousser et mettre via des lois, par des lois. Donc, quand vous dites il n'y a pas d'abattage, vous allez mettre une partie de la population, des citoyens ici, hors la loi, par des lois. Ne le faites pas. On a dit ça, on a crié. Malheureusement, la loi est passée dans les parlements pour 2019, je ne sais pas quelles seront les conséquences. Donc, je m'excuse peut-être d'avoir pris beaucoup de temps. Merci infiniment. Merci beaucoup. Oui, on continue sur le micro ou les personnes peuvent... Oui, ok, on va faire comme ça. On va faire avec les deux micros. Donc on a 45 minutes de débat. Je vais juste essayer de... Est-ce que tu veux bien ouvrir la fenêtre parce qu'effectivement il fait juste étouffant dans le local. Donc on a 45 minutes pour vos questions, pour vos réactions. Je vais essayer, je peux vous assurer que mon niveau de frustration est hyper haut. Non pas du tout d'ailleurs en raison de la qualité des interventions. Je remercie encore nos quatre intervenants, mais parce que j'aurais beaucoup de choses à dire. Mais voilà, je vais m'auto-frustrer et m'auto-censurer. Mais donc n'hésitez pas à poser vos questions, des questions d'éclaircissement, des questions d'approfondissement. Je vais juste vous demander deux choses. C'est de faire des questions relativement courtes. On ne va pas refaire des conférences, hein, donc pas des interventions fleuves. Je me permettrai d'être extrêmement désagréable, plus que d'habitude. Hein. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut être tout à fait en désaccord, mais on le fait dans le respect des intervenants qui nous ont consacré une après-midi de manière tout à fait bénévole. Hein. Les budgets de l'ULB restent les budgets de l'ULB. Donc je ne leur ai pas malheureusement promis monts et merveilles. Donc voilà, on peut tout à fait ne pas être d'accord avec ce qui a été dit. On a discuté de choses très très différentes, avec des points de vue où les intervenants ne sont pas toujours d'accord. C'était un petit peu la critique par rapport à la table ronde, à l'organisation de la table ronde, c'est que toutes les personnes auraient la même opinion. Mais vous avez bien vu que ce n'était pas le cas. Et j'ai oublié de dire en introduction que j'avais demandé, puisque j'étais un peu prise par le temps, moi-même étant arrivée en retard et je m'en excuse, que j'avais demandé à quelqu'un représentant les ICIB, les initiatives citoyennes pour un islam de Belgique, qui est une tendance très très critique dans le débat public, de venir. Ils ont décliné l'invitation à ce débat. Voilà, maintenant, je vous cède la parole, moi je me tais, et on prend une première salve de questions. N'hésitez pas à réagir, à être plusieurs à réagir. Donc on range les tomates dans les sacs. Ce n'est pas le genre de la maison, voyons. Alors, première question, qui se lance? Madame. Voilà. Bonjour à tous, merci aux 4 panels pour leur intervention. Je vais aller courte. 2 points. Je vais utiliser ma casquette de médicale et vous allez comprendre où je vais en venir. Récemment, on distribue des comprimés d'iode et j'ai une impression que les institutions belges ont une fâcheuse tendance à insuffler de la peur aux citoyens belges, parce que le lendemain de cette nouvelle, on s'est retrouvé avec une masse de clients à 8h30 pour leurs comprimés d'iode, alors que non, on n'en avait pas encore. Donc pour vous dire, voilà. Alors je voulais rejoindre Monsieur Mehmet par rapport au fait de rassurer les gens qui ont des peurs par la sensibilisation et l'apaisement. C'est ce qu'on essaie de faire avec ces personnes qui croient que des centrales nucléaires vont exploser demain. Et donc, on sensibilise en disant que ces comprimés d'iode, il y a des règles, c'est à 20 km d'une centrale nucléaire.
Par contre, il y a quand même des gens qui ont cette phobie et qui ne veulent pas entendre ça, mais qui veulent quand même leur comprimé d'iode. On les donne quand même, mais avec un fascicule de sensibilisation. Donc voilà, ça c'est ma première réflexion en me disant qu'avec l'islamophobie, les institutions belges ont tendance à faire peur aux citoyens en disant que le musulman, entre guillemets, est terroriste. Deuxième casquette que j'utiliserai en tant qu'éducatrice et maman de 3 jeunes. Monsieur Abou Youssouf a parlé de grands imams qui à l'époque donc insufflaient en fait cette envie d'exil ou de partir. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que ces fameux grands imams, c'est les institutions belges qui poussent nos jeunes à se poser la question aujourd'hui, est-ce qu'il faut se battre ou se casser? Donc ma question, avant les attentats, cette question avait été posée à des groupes de jeunes, vous vous battez, vous vous cassez? Ils se battent. Après les attentats, posez-leur la question aujourd'hui, vous vous cassez, vous vous battez? Eh bien, la majorité dit se casse. Ce n'est pas spirituel, ce n'est pas de point de vue religieux. Ils sont instables, frustrés. C'est la 4e génération. Allez, mes enfants, oui, c'est la 3e génération, 20 et 15 ans. Je vous invite, monsieur Abou Youssouf, à parler avec ces jeunes et essayer de leur inculquer cette envie de rester. Parce que moi, j'ai démissionné. Donc voilà, je pose 4 panels. Que répondez-vous à ces jeunes? Comment les convaincre de rester en Belgique alors qu'ils sont belges, qui sont ni marocains, ni turcs, ni je ne sais pas quoi, même belges, mais qu'ils n'ont plus envie de rester. Nous avons notre aîné, M. Chéri Moustapha, nous avons M. Mohamed, un juriste, une dame, Abou Youssouf, un spirituel imam. Donc voilà, 4 visions, ce serait sympa. Merci. Merci beaucoup. Alors, une autre question ou... Oui. Hop, pardon. Merci. Merci aussi à tous les 4. Moi, je travaille dans un CPAS et je voulais revenir sur les mesures qui avaient été prises suite aux attentats, enfin dans ce climat suite aux attentats, et notamment celle qui ouvre la porte à la levée du secret professionnel. Voilà. Alors, en fait, ça fait partie déjà de l'accord de gouvernement en 2014, en fait, de dire que le secret professionnel des travailleurs sociaux est un problème. Et puis, en fait, ça a été une opportunité presque politique pour les idéologues de la fraude sociale de se dire que grâce, entre guillemets, au climat parce qu'il fallait identifier les radicalisés, eh bien, on allait pouvoir lever le secret professionnel. Et donc, il y a même eu effectivement une majorité élargie pour voter cette levée du secret professionnel, alors que simplement pour montrer que parfois il y a une instrumentalisation forte du climat anxiogène dû aux attentats pour finalement élargir encore le spectre des personnes qui sont la cible de droits fondamentaux contractés et que tout le monde n'a pas la même citoyenneté. Mais donc simplement de se dire que les victimes, entre guillemets, sont encore bien plus larges que les musulmans. Voilà. Encore une 3e question. Mais moi j'avais, merci aussi évidemment à tous les 4, mais j'avais aussi une question particulièrement à la représentante de l'ENAR. Puisqu'effectivement vous étiez donc fort critique sur les politiques de prévention du radicalisme. Donc j'aurais bien voulu que vous précisiez, donc vous avez expliqué effectivement que ça pouvait peut-être stigmatiser, alimenter la haine. Il me semble que j'ai entendu aussi dans vos critiques peut-être plus précises un manque de représentativité, de représentation. Est-ce qu'il y a d'autres critiques assez précises que vous pouvez faire à ces politiques-là ? Merci beaucoup. Je vais laisser les 3 intervenants répondre déjà sur ces 3 premières, enfin les 4 intervenants, pardon, sur ces 3 questions. Et puis on reprendra des questions par la suite. Voilà, dans le même ordre avec lequel on a procédé. Donc Moustapha, s'il te plaît. Camar. Oui. Ouais.
On réouvre à intervalles réguliers. Alors on a pris un peu d'air, on ferme et on réouvre tout à l'heure. Prenez une bouffée d'air frais. Ça nous a déjà On réouvre la porte, voilà. Pour répondre à la question de la peur et la peur qu'on entretient, j'ai l'immense chance d'être tombé dans la peur tout petit quand je suis arrivé en Belgique, décembre 1965. Je venais d'un superbe hameau le long du détroit de Gibraltar et on m'a jeté dans un avion et on m'a déposé à Schaerbeek. Et puis, j'ai grandi à Schaerbeek. Puis j'ai découvert un bourgmestre qui s'appelait Monsieur Nols. Discrimination, ségrégation, fermeture des clubs de jeunes, etc. Je vous raconte peut-être une anecdote, mais quand vous avez 8 ans et vous regardez la RTBF en mai 1968, mais vous dites, mais quelle bande de sauvages dans ce pays, quelle violence, parce que c'était quand même extraordinaire ce qu'on voyait à la télévision. Et ce monsieur a fait ce qu'on aurait pu imaginer de pire. Aujourd'hui, Le Pen fait exactement la même chose. Quand je regarde les tracts électoraux de 1984, je pense, on avait quand même des progressistes de gauche qui sont le premier parti aujourd'hui en Wallonie. Quand tu vois les tracts électoraux où on descend les immigrés, on descend la sécurité dans les... On était en 84. Donc cette peur, elle a toujours... Après, on nous a flanqué un autre qui s'appelait De Mol. OK. Et les descentes dans les mosquées, les descentes dans les clubs de jeunes, la violence policière, c'est pas quelque chose de nouveau. Quand je regarde ce que dit M. Theo Franken, je me dis, bon, c'est du copier-coller de ce que j'ai connu il y a quand même très longtemps. Donc il y a en permanence déguisé parfois une violence malheureusement de l'État, puisque ici c'est l'État qui était au pouvoir. C'était un commissaire de police, c'était un bourgmestre, c'était des personnes qui voulaient venir à Dos-de-Chameau pour remporter les élections. On n'est pas après les attentats là, on est 30 ans avant les attentats. Donc il y a un climat qui est là. Et Dieu merci qu'il y a la société civile pour de temps en temps essayer de contrecarrer ça. Mais cette violence, elle est là. Maintenant, tu me connais, on est amis. J'ai 6 enfants, 4 garçons, 2 filles, 4 sont mariés. Je suis grand-père de 3 petits-enfants. Et je suis d'une fratrie de 12 enfants. Mais personne n'est sorti délinquant, personne n'a fait de la prison, personne n'a fait de la radicalisation, personne, etc., etc. À un moment donné, quand tu as des enfants, il faut s'en occuper. Okay. Et c'est des valeurs que j'ai reçues de mon père. J'ai jamais rêvé d'avoir une maison 4 façades avec une Mercedes 240 à Tanger, moi. Il nous a appris que la vie, puisqu'il était paysan, il était analphabète. On est venu ici parce qu'il y avait la sécheresse dans ma région qui a complètement brisé des familles. C'est ça qui a expliqué l'exode dans ce pays-ci. Mais si tu n'apprends pas aux gens à faire la paix, à avoir de la dignité, à communiquer des valeurs tout le temps systématiquement positives, et chaque fois ramasser l'enfant quand il dit une connerie négative, etc. Et bien ça, c'est le rôle des parents aussi. Et malheureusement, on n'est pas dans une société qui favorise à apprendre la paix entre les gens, à avoir une société apaisée. Regardez le marché du jeu, c'est des milliards de dollars qui sont consommés tous les ans, mais c'est que